Avec nos partenaires, le Fonds Bayard, la Caisse des dépôts et l'UNAF, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de cet événement qui met donc à l'honneur le lien intergénérationnel dans les territoires. Et je voudrais commencer par vous remercier, Madame la Ministre, pour votre présence ce soir à nos côtés. Remercier également l'Association des maires de France et David Lisnard, qui a quand même, son président David Lisnard, qui a eu la possibilité de vous accueillir. Remercier ses équipes pour leur accueil chaleureux. Ça avait évidemment du sens pour nous de pouvoir non seulement restituer ici les enseignements d'une démarche pilote qui a abouti le 30 septembre dernier à l'organisation d'une première convention citoyenne intergénérationnelle, mais aussi et surtout d'annoncer, c'est ça l'objectif, annoncer le lancement d'un dispositif de soutien à la création de liens intergénérationnels dans les territoires, un dispositif qui envisage les relations entre les générations comme un facteur de résolution des défis de demain. Alors, le lien intergénérationnel, c'est un sujet de longue main au sein du Cercle Vulnérabilité et Société. Je vais en dire un tout petit mot du Cercle pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit simplement d'un think tank, d'un groupe de réflexion qui est dédié aux vulnérabilités du champ social et de la santé et qui est composé d'une 60aine d'organisations privées, publiques et associatives. Et donc, avec le Cercle Vulnérabilité et Société, nous réfléchissons depuis plusieurs années à cette question impliquante pour la société et les entreprises et les organisations. Et nous avions d'ailleurs publié en 2022 une note intitulée « Faire société avec tous les âges pour une politique globale du lien intergénérationnel » que je vous remettrai en même temps que le livre blanc, Madame la Ministre. Et d'une certaine façon, la démarche qu'on va vous présenter ce soir, c'est la matérialisation concrète, une forme de passage de la théorie à la pratique. Donc ce soir, vous l'aurez compris, au-delà de la richesse des interventions et des échanges à venir, nous allons vous proposer, un peu sans complexe, notamment aux élus locaux et aux décideurs et acteurs locaux ici présents, de vous emparer de la méthode et des outils développés dans le cadre de notre expérimentation pour lancer dans les territoires et dans les organisations un véritable mouvement de co-construction intergénérationnelle que nous allons évidemment justifier à travers notre présentation tout à l'heure. Merci aux élus qui interviendront dans un moment pour dire ce qu'ils en pensent, témoigner et nourrir la réflexion. Et merci à tous pour votre présence. Et je cède maintenant la parole à nos partenaires pour nous dire un peu ce que vous avez retenu de cette aventure passée ensemble pendant près d'un an. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je vais être très brève, mais je ne voudrais pas manquer néanmoins de remercier le Cercle Vulnérabilité et Société et son équipe d'animation parce qu'ils nous permettent régulièrement d'avoir une réflexion décalée sur les grands problèmes de notre société avec une approche très singulière et toujours très assumée dans sa différence sur les vulnérabilités. Et c'est une chance pour nous. C'est une des raisons pour lesquelles ce sujet a intéressé la Caisse des dépôts. L'intergénération, c'est une autre façon de parler aujourd'hui d'un phénomène d'évolution de la société avec le vieillissement, mais un vieillissement qui a une conséquence très directe, qui est que la pondération des générations change, leurs relations entre elles changent. Et c'est peut-être cela qui est le plus intéressant et qui a permis, dans ce travail avec le Cercle, d'avancer des choses nouvelles. Nouvelles à partir des missions de la vieille maison aussi, qu'est la Caisse des dépôts, puisque la Caisse s'occupe depuis fort longtemps des transitions de la société, que parmi ces transitions, aujourd'hui, elle s'intéresse beaucoup à ce qui tourne autour de la cohésion sociale, qui est au cœur du plan stratégique de son directeur général, et que c'est une des raisons pour lesquelles l'intergénération, le vieillissement sont un des sujets sur lesquels nous pensons qu'il est vital d'investir. La deuxième raison, c'est que la Caisse, dans sa grande tradition aussi, est un acteur de proximité auprès des territoires, sur tout le territoire métropolitain et dans les Outre-mer, et qu'il sait aussi, ce partenaire que s'est choisi le Cercle, que la vraie vie finalement de ces générations, de ces familles, de ces enjeux, c'est sur les territoires et avec les élus qu'elle va s'opérer. Et pour nous, il est vital, effectivement, que cet instrument puisse aujourd'hui être mis à disposition du plus grand nombre. Et nous serons, Caisse des dépôts, très vigilants à ce que les élus puissent avoir dans leur trajectoire, leur réflexion locale, dont nous savons l'importance et dont nous savons qu'aujourd'hui, il se traduit aussi en demande d'investissement, de soutien, de prêts, auxquels la Caisse essaye de répondre le mieux possible, que dans cette grande transition, effectivement, la notion d'intergénération, de nouvelle pondération entre les générations, a des effets directs sur l'espace public et sur les missions des élus. Et nous serons présents pour la suite.
Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Guillemette Leneveu, je suis directrice générale de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Et donc, évidemment, quand on parle d'intergénérationnel, on pense un peu spontanément à la famille, mais ce n'est pas le seul lieu d'ailleurs, mais c'est un lieu important. Et sans vous dévoiler la suite, vous verrez que dans ce livre blanc qui est publié, la famille arrive, on va dire, un peu en tête. C'est presque un peu une surprise, moins pour l'UNAF, très, très franchement. Et ceci pour toutes les générations confondues. Et donc, c'est vrai que l'étude est très intéressante de ce point de vue-là, de confronter un peu, ou de côtoyer, faire côtoyer des points de vue de différentes générations. Là où parfois, on entend des discours peut-être plus sévère sur les familles. La question, c'est vrai, de l'autorité, elle revient de manière fréquente sur la responsabilité, et nous y sommes très sensibles à l'UNAF à travers notre réseau, à travers notamment des actions de soutien à la parentalité. On voit aussi que la famille, c'est encore perçu par l'ensemble des générations comme, alors, dans le document on parle de lieu refuge, mais en tout cas d'un lieu où on peut faire vivre au quotidien les solidarités. C'est l'occasion juste pour moi de dire que l'UNAF, c'est un réseau qui est composé de 73 mouvements familiaux au niveau national, 6 000 associations sur l'ensemble du territoire, plus de 500 000 familles adhérentes, et peut-être plus que ça, qui est chargé de représenter l'ensemble des familles, et donc avec des relations évidemment très étroites, notamment avec les pouvoirs publics, et aussi avec les communes, je tiens à le dire. D'une part, parce que dans chaque commune, là où il existe ce qu'on appelle des CCS, des centres communaux d'action sociale, ou des CIAS, il est prévu un représentant des familles dans chaque instance de gouvernance. Et c'est sûr que pour les Français, pour les familles, notamment l'échelon communal, c'est vraiment l'échelon de proximité, là où on saisit peut-être le plus près l'intérêt des services publics, cette solidarité qui est délivrée. Et je finirai, puisqu'Edouard m'a montré qu'il fallait aller très vite, que notamment on a un sujet d'actualité qui est celui de la petite enfance, avec un projet très ambitieux, vous le savez, de mise en place d'un service public de la petite enfance qui est porté par le gouvernement avec notre plein concours, mais on sait que pour y arriver, on aura besoin évidemment des communes, de la possibilité pour les communes de développer ces services. On est en lien étroit avec l'Association des maires de France aussi, et donc on les encourage évidemment, tous les maires, à développer ces structures qui sont très attendues par les jeunes parents et qui sont utiles pour l'emploi, pour les femmes sur un plan général et pour l'ensemble de notre société. Merci. Merci Guillemette. Céline Nion, donc déléguée générale du Fonds Bayard. Merci. Bonjour Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Effectivement, je suis la déléguée générale du Fonds Bayard, mais je représente aussi Florence Guémy, qui est la directrice générale du groupe Bayard et présidente du Fonds Bayard. Et le groupe Bayard est entreprise à mission et un partenaire de longue date du Cercle des vulnérabilités. Et c'est pourquoi nous avons mobilisé toutes nos expertises, tant du groupe que du Fonds Bayard, pour soutenir la démarche de co-construction du lien intergénérationnel qu'a proposé le Cercle tout au long de l'année 2023. Le Fonds Bayard donc, soutient le lien social au prisme de l'innovation sociale. Nous mettons déjà en œuvre dans les territoires des initiatives de mobilisation intergénérationnelle, et nous étions ravis que grâce au Cercle des vulnérabilités, plus de formalisation et d'études et de pistes d'action sur ce lien puissent émerger. Je précise aussi qu'au niveau du groupe Bayard, Yvonne Herbin, la directrice des études et de la prospective du groupe, a été associée aux sociologues donc Tanguy, Édouard et Thierry, et à la co-construction de cette dynamique de convention citoyenne. Et pour conclure, pour être vraiment rapide, je dirais que nous avons été très heureuses d'avoir contribué à cette démarche de co-construction du lien intergénérationnel, qui a permis d'identifier, d'analyser, de renforcer des gisements de liens au niveau local et territorial, et surtout d'identifier des pistes d'action pour faire émerger des projets collectifs et créer des liens fertiles. Créer des liens fertiles, c'est la raison d'être du groupe Bayard. Et créer aussi des dialogues, des espaces de dialogue entre générations pour imaginer le monde de demain et diffuser des nouveaux récits positifs collectifs. Donc nous espérons voir grandir ces dispositifs avec vous, les acteurs publics locaux. Merci beaucoup. Madame la Ministre, c'est à vous d'ouvrir maintenant cette
cette séquence. D'abord, merci au Cercle Vulnérabilité Société pour son invitation à venir ouvrir ce colloque. Vous priez de m'excuser du retard avec lequel je vous ai rejoint, mais j'étais précisément dans un échange qui pouvait être considéré comme un échange intergénérationnel, puisque j'étais sur un chantier pour parler accident du travail, où précisément je voyais des compagnons qui étaient avec des gens beaucoup plus jeunes et transmettaient justement le savoir-faire en matière de prévention concernant les accidents du travail. Donc vous voyez, finalement, j'étais déjà au cœur de vos sujets. Jacques Chirac, lors du discours de Troyes, disait que la force d'une nation résidait dans sa cohésion. Eh bien, je suis absolument convaincue que l'un des éléments fondateurs, j'oserais dire, de la cohésion d'une nation, c'est précisément le rôle de ce lien intergénérationnel. C'est aussi incontestablement le poids des familles. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on regarde souvent le terme de famille dans une acception beaucoup plus large. Il n'en reste pas moins que ce rôle reste fondamental dans une notion qui est une notion, bien évidemment, d'accompagnement, de solidarité des jeunes vers les plus âgés, mais aussi de façon parfaitement symétrique des plus âgés vers les plus jeunes. Une soif d'échange, de transmission, de partage intergénérationnel qui peut bénéficier à chacun et une volonté de renforcer le lien social. D'ailleurs, quand on parle de lien intergénérationnel, je ne peux que vous renvoyer vers un rapport parlementaire fait par Olga Ponevan, qui a mis en avant l'importance du rôle des jeunes retraités. Et je trouve ce rapport extrêmement intéressant parce que dans ce rapport, elle explique toute la place des jeunes retraités vis-à-vis de leurs enfants et souvent petits-enfants, donc on est strictement au sens de ce lien intergénérationnel, mais elle met en avant également le rôle de ces jeunes retraités dans la société. Ce sont très souvent eux qui portent une partie de notre vie locale, municipale ou départementale, parce qu'ils ont le temps qui permet d'assister aux réunions en plein après-midi ou en pleine journée, ce qui n'est pas forcément évident pour des élus qui articulent vie professionnelle et vie privée. Ils sont très souvent les bénévoles de nos associations dans tous les types d'associations. En d'autres termes, ils sont incontestablement des acteurs majeurs du lien social. Et je voudrais évidemment souligner tout le travail que vous avez fait dans votre rapport et notamment la pertinence de vos constats qui soulignent les bénéfices potentiels des liens intergénérationnels fondés à la fois sur un partage de valeurs communes qui sont des valeurs pour chacun des individus, aussi bien sur un plan affectif que sur un plan professionnel, pour l'ensemble de la société, parce que quelque part de ces échanges naissent aussi des idées nouvelles et donc, pourquoi pas, de l'émulation. Je prendrai deux exemples pour illustrer mon propos. Souvent, et je viens de le faire moi-même, on prend l'exemple de la transmission à travers le compagnonnage. Moi, j'ai jamais oublié cette expérience que j'ai vécue il y a assez longtemps, mais qui existe toujours sur mon territoire, qui s'appelle l'outil à la main. L'outil à la main, ce sont des jeunes, des métiers qui sont des métiers d'artisanat. Ça va de la boulangerie en passant par l'électricité, la plomberie, le travail du bois. Et tous les mercredis, pendant les petites vacances, des jeunes collégiens vont s'initier à ces métiers. Quelle belle capacité à transmettre, quelle belle capacité à susciter des vocations, parce que ces jeunes qui ont été un peu plus loin dans la découverte du métier, au moment de l'orientation, ont une connaissance précise d'un certain nombre de métiers, et ces jeunes retraités ont eux aussi partagé la passion qui est la leur. Je mesure aussi combien les jeunes sont un moteur de transmission. Et je pense à un cas tout particulier qui est celui de l'environnement. Et si on veut aller dans la vie de nos familles, quels ne sont pas les parents qui se sont fait reprendre par les enfants sur le tri des déchets? C'est typiquement un sujet sur lequel, reconnaissons-le, les enfants sont souvent bien meilleurs que nous. Et je ne parlerai pas évidemment de tout ce qui concerne le numérique. Les générations des années 2000 sont nées avec. C'est pas tout à fait le cas des enfants du baby-boom. Et autant on peut être, et je fais partie de celles et ceux qui disent à longueur de journée qu'il est prudent de contrôler les écrans. Pour autant, je reconnais que l'accompagnement sur la maîtrise
peut être un sujet. Donc là encore, une question d'équilibre, mais incontestablement, un constat qui peut être un constat de partage dès lors que ça ne devient pas le sujet premier des repas pris en famille. Je ferme la parenthèse sur le sujet. Je voudrais dire que je retiens aussi votre vision de la problématique de cet intergénérationnel que vous avez regardé à la fois sous l'aspect familial, mais aussi sous l'aspect entrepreneurial et le rôle fondamental des solidarités et des sociabilités de proximité. Vous y faisiez allusion tout à l'heure sur des sujets qui sont ceux du ministère dont j'ai la responsabilité. Je pense aux missions locales, je pense au CCAS, je pense aux associations. Et évidemment, j'ai retenu un certain nombre de propositions que je trouve extrêmement intéressante. Alors, les organismes ou les sociétés spécialisées pour les événements familiaux, l'habitat partagé familial qui me paraît vraiment un point extrêmement important. On sait que l'évolution de la vie fait qu'aujourd'hui, les logements ne facilitent pas toujours les solidarités familiales que l'on a pu connaître dans des générations qui nous ont précédés. On sait aussi qu'il y a dans vos propositions des choses innovantes. Je pense aux tickets repas famille, pourquoi pas, qui peuvent inciter les familles à se retrouver au restaurant, pourquoi pas. Et surtout, l'intergénérationnel comme objectif managérial au sein de l'entreprise. J'y suis particulièrement attachée parce que, là, quelque part, l'entreprise est un lien de sociabilité. Et je m'arrête 2 secondes sur ce point parce que on voit bien que si la crise Covid a généré de nouvelles pratiques professionnelles, je pense évidemment distanciel versus présentiel, mais finalement, 2 ans après, nombreuses sont les organisations qui commencent à revenir sur l'importance qui est celle du présentiel, de la co-construction, de l'échange qui fait naître les idées. Et on voit qu'aujourd'hui, on assiste à 2 sujets, et là, je prends ma casquette ministre du Travail. D'un côté, la notion du temps. Je disais à Jean en aparté que j'allais d'ailleurs faire une COP travail sur les temps, parce qu'on voit que les générations qui nous suivent nous disent toutes qu'elles veulent du temps. En d'autres termes, on nous parle évidemment salaire, mais on nous parle aussi temps, ce qui est un point extrêmement important. Donc, comment est-ce qu'on organise ces temps ? Les 35 heures vont avoir 30 ans dans peu de temps. Alors, je vous rassure, je n'ai pas du tout l'intention de porter une nouvelle réforme des 35 heures, ne vous inquiétez pas. Mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir effectivement à une articulation des temps ? Et on le voit notamment avec les évolutions des familles, et notamment, je prends un cas qui est le plus, dont on entend le plus parler, c'est celui des gardes partagées et des parents qui disent, quand j'ai mes enfants, j'ai besoin de temps. Quand en revanche, je suis sans enfants, je dispose de plus de temps pour mon entreprise. Pas simple pour l'entreprise de s'adapter en fonction des gardes, mais enfin, en tout cas, c'est un sujet qui devient prégnant. Et l'autre partie en matière de temps qui me paraît aussi importante, c'est une sorte d'injustice qui pourrait naître entre les gens qui peuvent faire du distanciel et ceux qui n'en feront jamais, parce que vous le savez bien, il y a des métiers qui ne seront jamais télétravaillés. Et je pense notamment particulièrement métier de suggestion, et évidemment la ministre de la Santé, cette fois-ci, pense à tous les personnels du soin qui sont là en H24 et qui, bien évidemment, elles aussi d'ailleurs et eux aussi nous disent, mais si on vient en 12 heures, il y a plus de monde, je regarde le médecin qui est mon ami Jean, il y a plus de monde le matin au moment des soins, et si on fait 3 fois 12 heures, on a 4 jours après, ça nous donne du temps. Donc ça aussi, vous voyez, dans tous ces domaines, bon, et je parle, alors, ça, à l'hôpital ou dans les cliniques, ça se voit encore. C'est plus compliqué sur des métiers. Et je regarde notre ami le maire de Neuilly, les rippers, les égoutiers. Là, c'est plus compliqué. Et pour autant, ce sont des métiers qui, eux, nécessitent évidemment du présentiel et qui ont besoin également qu'on regarde les besoins d'organisation, n'est-ce pas, Jean-Christophe? Parce que les concitoyens, eux, restent attachés. Alors, sur certains, vous avez entendu le Premier ministre évoquer le ménage pendant les heures de bureau pour éviter des horaires très matinaux de gens qui, en plus, en Île-de-France, habitent extrêmement loin et qui ont, il faut quand même le reconnaître, des conditions de vie extrêmement difficiles. Partir de chez soi pour prendre le premier métro pour aller travailler, élever ses enfants quand on est... Parce que le terme famille monoparentale, on va se le dire, hein, 9 fois sur 10, c'est quand même une maman toute seule avec des enfants. Ce sont quand même des conditions extrêmement compliquées, y compris pour gérer l'éducation des enfants, l'accompagnement, et ça nécessite qu'on réfléchisse sur ces
ces sujets. Donc vos réflexions, évidemment, font écho à celles du gouvernement dans le champ de l'accompagnement du maintien en autonomie et évidemment d'un autre sujet qui est celui du grand âge. Là aussi, un enjeu majeur. Je ne peux pas ne pas dire un mot de tous les aidants. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on serait en capacité de répondre à tout ce qui concerne à la fois l'intergénérationnel, mais également le handicap, si nous n'avions pas l'apport des aidants que sont les familles. C'est un sujet de solidarité absolument majeur. Et donc, je pense qu'effectivement, nous avons à travailler dans le cadre de la déclinaison du pacte des solidarités, à soutenir toutes ces différentes mesures et également à penser à toutes celles et ceux qui n'ont pas de lien intergénérationnel. Et je reviens à cette notion de solitude. Bon, moi, j'avais en d'autres temps accompagné, par exemple, cette très belle initiative qui existe encore, qui était 2 générations un toit, qui est une très belle association qui permet à des gens d'accueillir avec différents modes des étudiants, ce qui permet à quelqu'un de rester peut-être à domicile parce que justement, il y a un étudiant qui vient dormir tous les soirs et à l'étudiant de pouvoir s'installer dans des conditions qui sont beaucoup plus faciles, surtout dans des villes dans lesquelles le logement étudiant est très cher. Ça existe encore dans ma bonne ville de Reims. Ça fonctionne bien et ça correspond vraiment à des choses extrêmement intéressantes. Hier, j'inaugurais un tiers-lieu en milieu rural, en montagne, vraiment, j'étais dans une logique d'un lieu où l'idée était de faire venir les habitants du village à l'EHPAD. Jolie image, là aussi intergénérationnelle, ce tiers-lieu qui est un lieu de formation, un lieu de culture, et où finalement les gens de l'EHPAD qui ne peuvent plus aller dans le village sont des lieux qui reçoivent des personnes qui viennent pour des activités différentes, aussi bien, je vous répète, de la formation que des activités plus ludiques. Et je pense que nous avons là des sujets sur lesquels nous pouvons avancer ensemble. Vous avez fait allusion évidemment au sujet de la petite enfance. Moi, je voudrais aussi vous parler d'un autre point qui m'interpelle considérablement, et je crois que nous l'avons tous en partage, qui est le virage démographique français. Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'en 2030, nous aurons plus de personnes de 65 ans que d'enfants de moins de 15 ans. C'est un enjeu absolument majeur de structuration de notre pays. C'est la raison pour laquelle je souhaite travailler sur ce sujet avec 3 approches différentes. La première, c'est la stratégie. La deuxième, c'est le financement. Et la troisième, c'est la gouvernance. Parce que c'est vraiment le sujet qui nécessite que toute la société se mobilise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je travaille avec le Conseil économique et social environnemental, de façon à avoir une représentativité la plus large possible de notre société, parce que je crois que nous ne pouvons jamais oublier que nos aînés sont celles et ceux qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes. Il est donc complètement normal qu'à notre tour, nous ayons capacité à regarder comment nous nous organisons. Et je pense qu'il y a là un très bel enjeu de montrer finalement la maturité d'une société qui sait gérer sa capacité à faire cohésion avec la totalité de celles et ceux qui la composent. Merci pour vos travaux, merci pour votre engagement. Merci infiniment pour vos mots. Nous allons maintenant passer à la présentation. Thierry Calvin et Tanguy Châtel, cofondateurs du Cercle Vulnérabilité et Société, qui vont donc nous présenter les principaux enseignements de cette démarche. De façon extrêmement simple, en fait, et originellement, et Laure de la Bretèche l'a évoqué, on est parti de l'idée d'avoir une démarche qui soit une démarche de construction intergénérationnelle pour arriver et aboutir à ce qu'on va vous présenter là, en tout cas à l'issue de la présentation, à les prémices d'une dynamique qu'on espère la plus large et la plus puissante possible de revitalisation des territoires dans une perspective d'intergénération. Et cette démarche, elle était pensée autour de 3 principes, qui sont 3 principes assez forts que vous retrouvez dans la note et qui étaient partagés par l'ensemble des partenaires. Le premier de ces principes, c'est que l'intergénération n'est pas que l'affaire des jeunes vers les vieux ou des vieux vers les jeunes, mais qu'elle traverse toutes les générations, qui était le premier point. Le deuxième point, c'était d'avoir, je ne sais pas s'il s'agit là d'une audace, s'il s'agit de naïveté ou d'utopie, mais l'idée de penser que ce qui rassemblait les générations était sans doute beaucoup plus fort que ce qui les divisait.
ce qui était le deuxième point. Et le troisième point, c'était que plutôt que d'envisager le lien intergénérationnel comme une forme de fin en soi et un outil de mobilisation, c'était de l'envisager plutôt comme un moyen vers autre chose. Et donc, dans le cadre de la démarche qu'on a mise en place, qui a derrière permis d'aboutir à la mise en place d'outils, eh ben, on a pu mettre à jour à la fois une méthodologie, des contenus, des supports qui valident finalement ces trois intuitions initiales. Et non seulement elles les valident, mais elles permettent derrière de donner des aspects concrets et quantifiés à cette démarche. D'une part, on voit bien qu'on a face à nous des interactions assez fortes, et notamment Tanguy va y arriver dans quelques instants, entre les générations, ça on l'a vu à travers une étude qu'on a pu mener, qui sont parfois des interactions qu'on n'imagine pas, et qui est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que assez naturellement, on a aujourd'hui des zones de consensus qui sont très nettement supérieures aux zones de dissensus. Pour le dire autrement, on n'est pas face, en tout cas à modulo le contexte qui peut changer, mais on n'est pas à date face à une période qui serait une période de guerre de génération. Et la troisième idée qui était de faire de l'intergénération un moyen, quand vous missionnez plusieurs générations, vous arrivez à résoudre de façon puissante et partagée des problèmes qui finalement auraient pu se retrouver plus complexes à gérer qu'ils ne le seraient si on avait uniquement abordé cette approche en silo. Comment on y est arrivé ? Dans un premier temps, on a réalisé une investigation photographique à travers des focus group et une étude quantitative dans laquelle on a interrogé 5 générations avec 400 représentants de chaque génération. J'insiste juste sur les 400, c'est qu'on était quand même sur... Madame la ministre, je vois que vous appréciez en experte le sujet, mais on est sur quelque chose de statistiquement plutôt robuste. Voilà. Tanguy, je te laisse la parole. Merci. Alors, beaucoup d'informations sont disponibles dans le livre blanc, éventuellement sur la note précédente qui est nourrie, puisqu'on vous a expliqué que c'est une démarche constructive. Donc je vais aller assez vite sur le détail des choses, d'autant plus qu'on est moins sur du contenu que sur une méthode. C'est ça qu'on a envie de vous partager aujourd'hui. Déjà, des premiers éléments, on a tendance à penser le générationnel ou l'intergénérationnel en mettant des blocs, et souvent on dit qu'il faudrait que les jeunes soient au service des plus âgés. Vous avez évoqué la question des aidants. En fait, un premier élément de réflexion qui nous a fait dire qu'il y a quand même deux générations qui sont plutôt ce qu'on a qualifié de génération cible, c'est-à-dire celles qui ont besoin de nos efforts en particulier, les 0-14 ans et les 80 ans et plus. Du coup, ça veut dire qu'il y a des générations sources qui seraient plutôt les 35-64 ans et dans une moindre mesure les 20-34 ans. C'est souvent ceux qu'on a tendance un peu à oublier quand on parle d'intergénération, ou alors, quand on y pense, c'est pour parler de génération sandwich, et nous, on préfère du coup parler plutôt de génération relais, parce qu'on se rend bien compte que la construction transgénérationnelle, elle va passer par des générations sources qui ne doivent pas non plus être sacrifiées. Il y a des générations qui sont hybrides, ça c'est plus intéressant, c'est-à-dire que les 80 ans sont à la fois du côté cible et aussi du côté ressources. C'est-à-dire on se rend compte que le vieillissement de la population ne s'accompagne pas simplement de besoins, s'accompagne aussi de ressources au bénéfice de plus jeunes. Et les 65 ans et plus, puisque vous avez parlé des jeunes retraités, effectivement, sont des gens qui sont un peu du côté des besoins, mais beaucoup encore sur la capacité d'agir. En revanche, une génération plus incertaine, les 15-19 ans, là, on n'est pas sur du déclaratif des 15-19 ans eux-mêmes, hein, on est sur le regard que portent plutôt les adultes à leur endroit, même si on a fait des focus group de très jeunes également. Et eux, c'est la génération incertaine parce qu'on voit qu'ils sont à la fois du côté des besoins et assez peu du côté de la ressource. On a interrogé aussi, est-ce que quelques crises qu'on peut comme ça poser sont de nature à fragiliser ou à solidifier le lien intergénérationnel? Alors les crises inquiètent. C'est pas un scoop, mais curieusement, la crise qui inquiète le plus, c'est plutôt la crise économique et financière comme étant susceptible de fragiliser le lien intergénérationnel. Sur ce point-là, tout le monde se rejoint assez. La crise écologique, on entend souvent parler vous avez un peu fait référence à ce sujet, que des jeunes pouvaient peut-être faire parfois l'éducation, sinon le procès de leurs aînés. C'est pas trop ressorti dans les focus group. Le sujet écologique apparaissant comme une opportunité de se rassembler plutôt que comme une opportunité de se diviser. Ça, c'est plus intéressant. Les crises politiques inquiètent, c'est les deuxièmes crises qui inquiètent, et la crise sanitaire un peu moins. Donc on voit qu'on peut aussi, là c'est juste un élément de méthode, se dire ne mettons pas toutes les crises dans le même panier, il y en a qui sont de nature à consolider et d'autres qui sont peut-être de nature à fragiliser.
Quand on interroge les gens sur leur perception du bonheur, eh bien, en fait, les plus heureux sont les plus âgés. Pas simplement parce qu'ils ont eu une belle vie dont ils ont pu profiter et parce qu'ils bénéficient aujourd'hui de beaucoup de services, hein, mais parce qu'ils ont une forme d'espérance qui est bien enracinée. Ils ont traversé déjà d'autres choses, donc peut-être que les crises contemporaines les inquiètent moins. Les plus inquiets sont effectivement les 15-19 ans, cette génération incertaine, donc qui nous fait dire que chez eux, la tension est forte, hein, on doit s'en préoccuper. Et puis cette génération pivot qui est plutôt de nature, alors les 20 ans, 64 ans, qui est plutôt de dire on est plutôt heureux, mais quand même pas complètement. Hein, voilà, c'est un peu ça qui ressort. D'autres éléments pour se dire à quoi les gens sont-ils attachés ? Ils sont attachés à la proximité. Voilà. Donc, contrairement à une époque où on nous dirait finalement les réseaux sociaux constituent l'essentiel de leurs occupations, voire de leurs relations, et ainsi de suite, là, ce qui ressort, c'est d'abord les réunions familiales. Les gens sont majoritairement attachés à la réunion familiale, à l'engagement associatif, mais l'engagement associatif de proximité, donc pas simplement le fait de donner à des grosses associations. On parle vraiment là d'engagement. Les relations de voisinage. Donc voilà, là on est sur un système de valeurs auquel les gens affirment tenir. S'ils y tiennent, ça veut dire qu'ils vont être attentifs à ce qu'on le préserve. Je viens d'évoquer les associations locales. Très nettement, ça passe parmi les acteurs de confiance primordiaux. C'est-à-dire que très loin derrière, vous avez l'État, qui n'apparaît pas comme étant l'organe capable d'apporter des solutions de proximité auxquelles les gens sont attachés, mais bien plus immédiatement les associations locales et un peu le tissu scientifique. Les communes sont quand même aussi sollicitées. Alors, on a interrogé plusieurs champs de réflexion. On avait dit à quoi vous tenez le plus finalement, et la famille ressort en tête. Ce qui est en vert, c'est là où les gens ont noté 8 ou plus sur 10. Et ce qui est en rose, c'est là où ils ont noté 4 ou moins sur 10. Donc il y a un plébiscite pour la famille qui va à rebours de ce qu'on peut entendre parfois dans la presse. Deuxième sujet qui fédère, c'est le travail et l'école, dans une moindre mesure, mais quand même une mesure très très significative. Et ensuite, territoire et quartier. On a interrogé bien d'autres items qui apparaissent beaucoup plus tard dans la liste, comme la culture, comme le sport, comme la lutte contre les inégalités sociales, comme l'écologie, qui apparaît comme un sujet finalement moins immédiat au quotidien. Donc ça, c'est peut-être des facteurs de surprise. Et donc, l'engagement politique qui apparaît très 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 loin. Et là où il y a de fortes réserves, c'est justement un fort potentiel d'engagement, c'est sur les territoires et les quartiers. Dit autrement, ça veut dire que la famille est plébiscitée, mais les gens ont déjà le sentiment de faire beaucoup de choses au sein de la famille. D'y passer du temps, de s'y investir, d'avoir de la solidarité. Là où il y a beaucoup de valeurs attendues, c'est au niveau du territoire et des quartiers, mais les gens reconnaissent qu'ils ne sont pas encore tout à fait engagés, mais qu'ils sont prêts à s'y engager. Donc là, on a un réservoir qui mérite d'être creusé. Thierry ? Merci. Merci beaucoup. Donc, on passe à la deuxième phase, puisque ce travail-là nous a servi de travail préparatoire, d'identifier des thématiques pour pouvoir ensuite organiser une première convention citoyenne intergénérationnelle. Donc on est parti des 3 thématiques qui comptaient le plus pour les personnes, puis on a croisé avec les thématiques qui ressortaient dans le groupe, à savoir notamment, on a demandé à 50 personnes qui étaient participants et représentants de chacune des générations de réfléchir à 3 thématiques, donc la famille, à l'aune à la fois de la culture et derrière de la transmission, et de l'écologie, excusez-moi, le travail à l'aune de la solidarité et derrière de la transmission, et puis enfin les quartiers et le territoire à l'aune de l'entraide et du prendre soin et ou de la citoyenneté. Donc 6 ateliers de travail, 3 thématiques, 6 ateliers de travail qu'on a engagés, je ne vais pas faire très long puisque vous le retrouverez sur l'ensemble des outils, à travers une démarche en 3 temps. Il y a un premier temps qui est le tour de chauffe. C'est-à-dire que si demain on veut monter ce genre de choses, il faut quand même prendre le temps de pouvoir faire monter, sensibiliser les personnes et effectuer un peu de cadrage à travers des études, etc., qui ont été réalisées. Un deuxième temps qui est un temps de travail. Donc là, on a une méthode qui est une méthode de Word Café sous forme d'atelier qui permet à tous les groupes de participer à au moins 3 thèmes. Donc chacun, quand il vient dans la journée, il est sûr qu'il va aborder 3 thèmes. Et puis ensuite, un temps de restitution assez conséquent qui permet non seulement une restitution et une analyse critique, mais aussi derrière de pouvoir avoir une priorisation, ce qui a permis d'aboutir à 18 actions extrêmement concrètes que nous allons vous présenter de façon très rapide sous le regard
sous le regard, non, ce sera un peu plus qu'1 minute, mais qu'on va vous présenter de façon très rapide. Mais que vous retrouverez... On va faire très vite parce que ce qui compte, c'est pas tellement le contenu que vous avez dans vos dossiers. Ce qui compte, c'est de s'approprier la méthode. En réalité, c'est ça qu'on serait désireux de vous transmettre. C'est l'envie d'expérimenter ce type de convention citoyenne dans les territoires avec les angles d'approche qui seront adaptés au territoire en question. Donc ici, on a, je vais donc pas les détailler, le cas de la famille, travailler à l'aune de la culture ou de l'écologie. On n'a pas été choisir les thèmes qui sont immédiatement corrélés à la famille. Vous allez le voir, par exemple, sur le thème du travail, on a été chercher la question de la solidarité. On n'a pas forcément été chercher immédiatement la question de la productivité ou la question de l'engagement. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans des valeurs, lieux, comme la famille, le travail ou les territoires, aller interroger sous un angle un peu décalé des thématiques qui sont susceptibles de fédérer. Donc sur le territoire, on a mis le prendre soin et la citoyenneté. On a toujours trouvé un très grand intérêt des plus jeunes comme des plus âgés à participer à cette réflexion. Donc il y a véritablement un désir des populations, à l'aune de notre échantillon, d'aller contribuer. Et donc, on n'est pas sur des gens qui sont indifférents ni à leur territoire, ni à leur travail, ni à leur famille. Et donc, c'est cette réserve-là qu'on souhaiterait pouvoir, avec votre aide, continuer à mobiliser. Et donc, ça va nous prendre 45 secondes. Voilà, 45 secondes. En fait, aujourd'hui, il y a des ressources pour agir, puisque ce que l'on vous présente là, dans un temps effectivement contraint, vous l'aurez compris, vous disposez, en tout cas ceux qui sont intéressés par la démarche, vous disposez d'une base de données assez inédite de ce que les générations et de ce à quoi rêvent les générations, finalement. Donc on vous a présenté ça de façon très rapide. Vous imaginez bien que c'est une mine et que demain, ça peut aider à la conduite d'actions qui sont menées. Il y a des méthodes d'animation, il y a des outils qui sont des outils de valorisation et derrière aussi de communication. Donc il y a tout un package qu'on a rassemblé et qui forme une forme de patrimoine commun dont notre ambition finalement est de le restituer sur la place et dans l'espace public, sur un site que vous retrouverez et qui est en ligne. Je vais vous épargner la connexion avec tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc là, on vous en fait une présentation dite à plat que vous allez retrouver sur intergénérationnelle-vulnérabilité-société.fr. Donc vous y trouvez d'une part une page qui est une page d'accueil et qui immédiatement resitue aujourd'hui, demain, quel monde on partage dans une dynamique qui est une dynamique de mouvement et derrière d'amplification finalement de cette question du lien intergénérationnel et qui ensuite se décline sous différents éléments où on présente l'opération, où on donne la façon qu'on aura demain de le télécharger et derrière avec des idées très pratiques. Par exemple, comment j'organise un atelier ? On a tout ce qu'il faut pour organiser un atelier. Donc c'est assez simple, ça ne prétend pas tout résoudre, mais c'est un gain de temps et de ressources tout à fait intéressant dans les territoires. Et l'ensemble s'achevant, et ça c'est l'idée qu'on envisage à terme, de pouvoir commencer à identifier partout en France l'endroit où se mettent en place des initiatives de façon à pouvoir jouer un effet d'entraînement et aussi d'inspiration, puisque chacun pourra laisser des coordonnées. Et nous en finissons ici et merci de votre écoute. Alors on va ouvrir un petit peu le débat avec une keynote de Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine et vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui s'intitule « Nouvelle dynamique sociale des territoires, un levier pour l'intergénérationnel ». Donc là, vous l'avez compris, on prend le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour le lien intergénérationnel, alors que jusqu'à maintenant, on a plutôt abordé la thématique sur qu'est-ce que le lien intergénérationnel peut faire pour la société, dit de manière simple. Jean-Christophe Fromentin, merci beaucoup. Voilà, je suis le maire de Neuilly, je suis vice-président du département des Hauts-de-Seine et accessoirement, je mène un travail de recherche à Paris 1, à la Sorbonne, sur notamment les nouvelles corrélations entre les dynamiques économiques et les dynamiques géographiques. Je m'intéresse notamment à tous ces travaux qui sont menés depuis des années par des géographes et des économistes, par Braudel, certains ont peut-être travaillé sur sa littérature, à chaque période, à chaque modèle économique correspond des évolutions géographiques. Et donc, je m'intéresse à la manière dont cette nouvelle société qui est construite autour de l'innovation, du numérique, finalement trouve un nouveau modèle géographique, un nouveau modèle territorial.
Et j'ai comme thème d'étude en ce moment l'effondrement des quartiers d'affaires à travers le monde, dont vous savez que là, ils ont des taux de vacances de plus en plus importants, qu'ils sont contestés par les nouvelles générations parce que ils sont finalement peu porteurs d'humanité, de socialité, et ils sont pour moi des objets intéressants à étudier comme éléments préfigurateurs de l'obsolescence d'une séquence et de l'émergence d'une nouvelle séquence dont l'intergénérationnel mérite d'être regardé. En fin de compte, mes travaux sont partis d'une espèce d'analyse critique de la superposition entre deux phénomènes, les phénomènes issus de la charte d'Athènes au début du siècle, du XXe siècle, et de ce qu'on appelle la segmentation de l'espace urbain, un endroit pour habiter, un endroit pour travailler, des routes pour circuler, des endroits pour consommer, des endroits pour se divertir. Donc cette construction dont on a encore très largement l'héritage. Et puis un deuxième phénomène qui est apparu dans les années 80, qui est le phénomène de métropolisation. Et donc je me suis interrogé sur finalement la juxtaposition de ces deux phénomènes, la segmentation de l'espace et la densification, la métropolisation, en me posant la question, est-ce que c'est positif ce mouvement? Est-ce que c'est positif socialement? Est-ce que c'est positif économiquement? Est-ce que c'est positif sur le plan écologique? Et ma première réponse, plutôt intuitive que scientifique dans un premier temps, a été non aux trois questions. En disant, en fin de compte, ce mouvement, il a participé, ce mouvement de segmentation de Le Corbusier a participé d'un isolement des catégories sociales, des générations, des usages. On vit là, on consomme là, on travaille là, on passe beaucoup de temps dans les transports, et cette forme de dispersion a finalement petit à petit détruit le lien social et le lien intergénérationnel. Et c'est d'ailleurs pas neutre qu'on ait exhumer ce mot ou créer ce mot intergénérationnel qui théoriquement ne devrait pas exister. Et l'encastrement des générations, c'est quand même le principe de l'humanité. Et puis des périodes entières de l'histoire ont bien montré que cette notion de bienveillance entre les générations faisait partie finalement d'un pacte social authentique. Et le fait de réintroduire cette notion montre bien qu'on doit recoudre quelque chose qui s'est dégradé, qui s'est délité avec le temps. Et j'aime bien ce mot de vulnérabilité. Il se trouve que j'étais la semaine dernière à l'Université catholique de Lyon, qui a une chaire vulnérabilité. J'intervenais dans un colloque au sein de cette chaire vulnérabilité. Et que vous savez que l'approche de cette chaire vulnérabilité à l'UCLI dit, en fin de compte, attention à ne pas enlever la vulnérabilité de notre projet de société. Et c'est pourtant la tendance. On veut être performant, on veut être efficace, on veut être rapide, finalement, on veut accélérer, et on met de côté la vulnérabilité pour en faire finalement un cas social, un sujet social, alors que la vulnérabilité porte en germe finalement l'armature d'un projet de société. La philosophe Simone Veil, quand elle adressait l'enracinement au général de Gaulle à Londres en 1942, avait cette formule régulière en disant la compassion pour la fragilité, pour les vulnérabilités est le socle d'une société. Et pourtant aujourd'hui, les gens vulnérables, les fragilités, on a tendance plutôt à les sortir ou à les traiter comme des cas à part et à ne pas les mettre au cœur finalement d'un système. Et il y a toute une littérature à la fois philosophique et sociologique qui dit si on ne réintroduit pas la vulnérabilité comme un élément fondateur, comme un élément de l'armature de la société et de nos territoires, alors probablement on passe à côté de la réalité et on s'en va sur une fausse piste. Donc moi, ma question aujourd'hui et mes travaux, c'est finalement quelle échelle, quel cadre, quel contexte pour réintroduire naturellement, vous voyez, sans notion d'artificiel, de construction particulière, comment introduire spontanément le lien intergénérationnel. Et donc dans un travail de recherche, vous le savez, on a à la fois des travaux de littérature, des focus group, toute une série de choses. Alors j'ai pris une option un peu particulière pour travailler ces sujets-là. Je suis parti en novembre
de Nantes à Strasbourg à vélo. Et j'ai démarré, je suis à Metz aujourd'hui, je fais ma dernière étape la semaine prochaine. Et dans ce parcours de 1300-1400 km, je m'arrête. Je vais voir mes collègues maires tous les soirs, ou à midi, dans les villages et les villes. Mais tous les soirs, je vais à 21h, 22h dans le café où je peux rencontrer le plus de monde possible. Et en fin de compte, je me suis aperçu que plus la ville est petite, plus la mixité et l'intergénération est présente dans les cafés où je vais. Quand j'ai démarré à Nantes, et ça aurait pu être à Paris, j'ai eu l'embarras du choix. Et donc, des cafés le soir, vous avez que des jeunes, d'autres vous avez des gens plus âgés, d'autres vous avez des couples, d'autres vous avez des célibataires, d'autres vous avez des ouvriers. Et finalement, c'est extrêmement dur de voir dans cette grande échelle urbaine un lieu où les générations, les classes sociales se mélangent. Et puis, quand je passe dans des petites villes ou des villes moyennes, il y a un seul endroit ouvert le soir, et il y a un cadre d'échange beaucoup plus propice, beaucoup plus prospère, beaucoup plus ouvert. Et donc, ça étaye cette idée que finalement, les échelles sont probablement un sujet éminemment politique pour adresser cette capacité spontanée, naturelle, à promouvoir le cadre de vie. Et vous le savez, dans les travaux, à la fois dans les études d'opinion et dans les travaux qu'ont fait pas mal de sociologues ces derniers temps, la notion de village, et ils le font tous remarquer, revient en force. Et quand on demande aux Français quelle est finalement l'échelle vers laquelle ils sont le plus spontanément attirés, ils citent à 60% le village, vient ensuite la ville moyenne, et vient en dernier la métropole. Et donc, on voit bien que cette notion d'échelle, elle est consubstantielle finalement d'une promesse d'harmonie, de cohésion sociale. Et c'est intéressant dans les travaux que vous citiez tout à l'heure de voir d'ailleurs que la famille, comme le village au sens réel et métaphorique du mot, mais également la proximité, sont les valeurs qui reviennent en force. Et donc ma question, et étant pourtant un élu métropolitain dans la densité, je suis convaincu qu'on est à bout d'un système, on est à la fin d'un système d'aménagement du territoire qui, en fin de compte, a consacré, pour des raisons liées au modèle économique, sur la notion de taille critique, était indispensable depuis le début de la révolution industrielle jusqu'à la période d'expansion tertiaire pour amortir et pour avoir cette capacité de progrès qui était liée à notre capacité à concentrer dans l'espace un certain nombre de gens. Donc plus la concentration dans l'espace était volumétrique et massive, plus la promesse d'une grande entreprise, d'un grand hôpital, d'une grande école, d'une université était forte. Et on passe à un monde qu'on qualifie de distribué ou de dispersé selon les travaux, sur lequel la notion de taille critique s'affranchit de la densité urbaine. Et c'est pour ça qu'en Europe, aux États-Unis également, dans beaucoup de pays du monde, on arrive à peu près aux mêmes conclusions en disant c'est le grand retour des villes moyennes, parce que c'est une échelle à partir de laquelle on peut construire un cadre de cohabitation, de cohésion entre les générations, beaucoup plus spontané et beaucoup plus naturel. Et d'ailleurs, vous voyez, la notion de vulnérabilité, elle est souvent associée à la notion de bienveillance. S'il y a une vulnérabilité, il y a forcément un réflexe de bienveillance qui se met en marche. Et aujourd'hui, ce réflexe de bienveillance, oui, il est difficile, il est compliqué. Alors nous, élus, dans nos collectivités respectives, on compense par des politiques publiques, par des actions à travers nos CCAS ou les associations qu'on soutient, mais on a extrait finalement cette notion spontanée, familiale, naturelle, territoriale de bienveillance en ayant sorti les vulnérabilités du champ de la performance économique et de ce qu'on aurait pu appeler, ce qu'on a pu considérer à tort à un moment comme la performance de la société. Donc voilà, c'est un champ que j'étudie. Ma conviction, c'est que finalement ce lien, cette construction intergénérationnelle, on la retrouvera en repensant les échelles. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, je travaille sur cette nouvelle structuration. Disons, les métropoles sont plus des lieux de rencontre que des lieux de concentration démographique, que l'armature des villes moyennes va être déterminante demain et de notre capacité, acteurs politiques, à construire une armature de villes moyennes avec la structuration des flux qui va autour sera déterminante pour que finalement on puisse aboutir à des échelles qui réouvrent la relation sociale et non pas à des échelles qui les segmentent. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter
cet appel, quel monde, ou cette question, quel monde en partage. Et je terminerai par là. Dans nos villes, dans nos grandes villes, dans ces grandes métropoles dont on a rêvé depuis les travaux de Friedman il y a quelques années, finalement, tout le monde est convenu qu'elle menait un processus de standardisation. Ce livre qui a été un succès mondial, c'était La Terre est plate. En gros, toutes les anémités, toutes les cultures vont petit à petit s'aplatir pour un monde très uniforme. Et donc, dans un monde uniforme, vous n'avez plus grand-chose à partager, puisque finalement, le modèle est aplati, le modèle est lisse. Dans un monde sur lequel vous mettez en avant les cultures, vous gardez cette puissante diversité géographique et culturelle du monde, alors vous avez en partage un savoir-faire, un paysage, une tradition, une architecture, un patrimoine matériel ou immatériel. Et je pense que l'intergénérationnel se construit justement sur cette capacité à partager, à se fédérer dans un village, le plus petit soit-il, dans une ville moyenne ou dans une grande ville d'ailleurs, sur des éléments de singularité dont la fierté est un moteur. Et il y a quelques années, vous vous en rappelez peut-être, il y a eu ce projet de candidature de la France à une exposition universelle que j'avais la chance de présider. Et pour préparer une candidature à une expo universelle, on vous demande, au-delà du dossier, avant tout deux éléments. On vous demande une valeur qui va porter la candidature, en l'occurrence celle qui était de la France, et on vous demande un slogan, un claim, comme disent les anglo-saxons. Et donc on avait réuni avec les grandes agences de communication internationales un panel de 1000 jeunes dans le monde entier, de 71 nationalités, en leur disant quelle est la valeur et quelle est la phrase qui pourrait marquer la candidature de la France à une exposition universelle. Et donc tout ça a été organisé de manière très structurée. Hein. C'était des groupes par pays, avec des agences qui remontaient, avec des questionnaires, etc. Bref, à la fin arrivent ces deux éléments qui nous ont à la fois surpris et qui nous ont donné beaucoup d'espérance. La valeur qui est sortie, c'est l'hospitalité. L'hospitalité est sortie quasiment à 90% dans le monde entier comme étant la valeur du XXIe siècle. Et ça rejoint d'ailleurs cette idée que quand on a creusé un peu pourquoi l'hospitalité, les jeunes disaient, du monde entier, ils disaient finalement un monde où on n'a rien à faire découvrir et on n'a plus rien à découvrir parce que ce monde s'est standardisé, aplati, lissé, est un monde qui perd de sa saveur et que les relations sociales ne valent que si on a quelque chose à partager, dont on est fier et qu'on peut faire découvrir à l'autre, et qu'on peut nous-mêmes découvrir. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant, et ça rejoint totalement ce thème de l'intergénération, l'hospitalité, à la fois dans la bienveillance au sein d'une petite communauté ou d'une plus grande communauté, et se mettre ensemble, quelles que soient les générations ou les classes sociales, pour partager ce que le reste du monde ne connaît pas, et de ce qu'on a dans nos villages, dans nos départements ou dans nos villes, de singulier, de différent. Et le deuxième, la phrase qui était sortie donc de cette idée d'hospitalité, c'était « Au cœur des territoires s'ouvre celui des hommes », c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'humanité se dévoile dans une relation à la culture, dans une relation singulière, unique, authentique à la culture, et que c'est le ferment d'une hospitalité et donc d'un monde en partage, et donc d'un système affinitaire plus que d'un système contraint. Voilà, quelques idées que j'étais heureux de partager avec vous, parce que je crois que, voilà, comme maire et comme mes collègues élus, on cherche aujourd'hui comment finalement cette notion d'intergénérationnel n'est pas simplement le fait des politiques publiques, n'est pas simplement le fait d'un État-providence, mais peut aussi émerger d'un cadre politique, d'un contexte, d'une échelle, d'un système territorial et urbain qui spontanément ramène la solidarité et l'intergénération au cœur du projet de société. Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la table ronde prévue sur le thème l'intergénérationnel, un levier de revitalisation des territoires. Et donc j'appelle à nous rejoindre Guillemette Leneveu, donc directrice générale de l'UNAF, Véronique Levieux, adjointe à la maire de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les générations, Madame Marilène Millet, maire de Saint-Genis-Laval, qui est coprésidente également de la commission des affaires sociales de l'Association des maires de France, Monsieur Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne, et qui est aussi président du groupe de travail Grand Âge au département de France, et Madame Anne Terlez,
vice-présidente du conseil départemental de l'Eure et première adjointe au maire de Louviers. Merci à tous les 5 d'avoir accepté de venir. On a présenté de façon rapide, effectivement, ce dispositif, mais nous, ce qui nous intéresserait, ce qui, j'imagine, intéresserait un peu le public, c'est par rapport au type d'initiatives qui ont été mis en place, cette initiative qui a été mise en place, ce matériau qui est restitué, quel regard, finalement, vous portez sur cette initiative? Qu'est-ce qui vous trouvez intéressant, qui éventuellement vous marque, ou au contraire, vous déplaît? Nous sommes entre nous, et tout ça est parfaitement transparent. Et peut-être pour commencer, puisqu'il faut qu'il y ait un ordre, Madame Levieux, je vous propose peut-être d'ouvrir le bal. Pas parce que vous êtes à ma gauche, mais voilà, on va essayer d'équilibrer les temps de parole. Directement, là j'attaque. Ah ben oui. Okay. Et dans un temps court, très bien. Alors bonsoir à tous et tous, et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis désolée, j'étais en retard, j'ai pas entendu toute la présentation, mais je présidais la conférence des financeurs de Paris, donc... Vous savez que c'est un moment important, on a pas mal discuté, c'est aussi l'occasion par ailleurs de financer certains projets qui ont une dimension intergénérationnelle. Donc voilà, le document et le travail qui a été fait évidemment est d'un intérêt est réel et pour moi je le prends aussi comme un document qui va devoir faire l'objet d'un travail et d'un partage au sein de la collectivité parisienne, pas seulement la ville, mais toutes celles et ceux qui s'investissent auprès des personnes âgées et qui le font aussi avec une démarche intergénérationnelle, et ils sont très nombreux. Et je salue le maire de Neuilly-sur-Seine, et l'intergénérationnel me parle puisque nous avons un EHPAD, l'EHPAD Galignani, qui porte régulièrement des très beaux projets de solidarité intergénérationnelle. Il y a eu un partenariat très fort avec un lycée d'ailleurs. Donc voilà, ça résonne à un plus d'un titre. Mais pour revenir peut-être, j'ai noté en particulier sur la liste des actions et certains axes, l'approche de quartier, donc des territoires, et peut-être au-delà du monde en partage, de notre ville en partage, de nos quartiers en partage. Je trouve que c'est une approche extrêmement pertinente qu'on a au cœur de nos différentes problématiques sur Paris. On l'a, par exemple, dans l'espace public en partage, puisque pour que chacun soit bien à sa place, se sente bien à l'aise, ça commence aussi par dans la ville, à l'extérieur. Nous, on sait que c'est un enjeu pour que notamment les aînés, qu'ils soient vulnérables ou pas, se sentent bien. Donc que cette ville donne à chacun la possibilité de s'exprimer, de se déplacer. Donc de ne pas rester chez soi. C'est aussi un élément de lutte contre l'isolement. Que chacun puisse avoir sa voix d'expression. Pour les personnes âgées, ça peut être au sein de conseils des seniors. Je sais que la partie démocratie, vie participative est aussi importante dans les travaux, mais beaucoup d'entre eux sont aussi tout simplement des citoyens engagés, des bénévoles, des volontaires ou aussi des membres de conseils de quartier très présents. Donc c'est une dimension majeure. Et à la ville de Paris, on a beaucoup travaillé sur l'idée de la ville du quart d'heure, en mettant au cœur la réflexion autour de l'enfant, de la famille, mais surtout de l'enfant, des aménagements qui permettent de pacifier l'espace public, de donner plus d'espace en partage, mais à destination souvent encore des enfants à proximité des écoles ou d'autres lieux dédiés. Mais ces lieux-là, ce sont des lieux en partage pour tous. Et qui dit la famille, peuvent dire aussi les grands-parents. Donc, par le prisme, par cet objectif-là, en fait, on travaille pour l'ensemble des générations. Et parce qu'on est un espace contraint. La ville de Paris est extrêmement dense. On essaye de la pacifier, d'exploiter, de mutualiser. L'espace public, en dehors de sa régulation et de sa pacification, à certains endroits, on veut la mutualiser, proposer d'autres activités, notamment en destination des aînés à l'extérieur. On cherche aussi à mutualiser les espaces à l'intérieur, qu'ils soient sous le pilotage direct de la ville de Paris, ou que ce soit aussi des lieux dédiés aux personnes âgées, qu'elles soient en résidence autonomie, dans des EHPAD ou au sein des lieux dédiés gérés par les centres d'action sociaux. Et on travaille pour qu'ils soient ouverts aussi pour d'autres structures, là encore à l'échelle de quartier, et quels que soient les projets, mais pour qu'il y ait aussi cette interconnaissance et ce partage au sein des lieux. Donc là, je voulais un peu souligner cette approche territoriale
votre étude nous donne encore plus de grains à moudre et de support pour travailler sur cette orientation-là. Alors, je ne sais pas jusqu'où Très bien, il faut merci. que je Non, non, continue, mais très voilà. bien, très C'est bien. un Merci premier pour cette aspect de ce entrée, que je pouvais cette entrée en dire. matière. Alors, vous voyez, la nature est mal faite. On commence tout de suite par Paris et nous n'avons pas été à Saint-Génie-Laval. Vous voyez, il y a une forme d'attraction vers les grosses villes. Ville moyenne, 21 000 habitants. Oui, mais voilà. dans la métropole de Lyon. Donc le phénomène de métropolisation, nous le connaissons bien. Déjà, bonjour à toutes et tous. Ce que je voulais dire en préambule, c'est que ce que j'ai trouvé vraiment très pertinent et très intéressant dans le livre blanc, c'est aussi une approche positive. C'est vrai qu'on parle souvent des crises, et la crise démographique en est une. Et finalement, en travaillant en fait avec un panel très large, je trouve aussi qu'on remet la personne âgée avec les autres, pleinement actrice aussi de son devenir et des politiques publiques. Et ça, je trouve que c'est plutôt très inspirant. Finalement, on parle beaucoup du vieillissement, des problèmes liés à la loi grand âge, au financement, la perte de l'autonomie. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, finalement, les vieux sont aussi des ressources. Et on le voit vraiment pleinement dans cette méthode. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié ce côté méthodologique. Je pense que justement, à l'heure où on a aussi des ressources des fois plus contraintes, d'avoir une méthode, ça peut être aussi très inspirant en fait, pour finalement aussi développer des projets qui soient pertinents et finalement qui correspondent aussi mieux aux attentes. Donc ça, c'est déjà ce que je voulais rappeler. Par rapport aux thématiques, effectivement, il a été fait question de la proximité. Donc je dirais que pour les maires, notamment des communes de 21 000 habitants, la proximité, c'est extrêmement une notion de tous les jours. Et dans ce que M. Fromentin a dit, il a parlé de la notion de village. Et si je puis me permettre, moi, ça me faisait vraiment écho parce que moi, effectivement, je suis dans une commune de 21 000 habitants dans la métropole de Lyon, avec un métro qui est arrivé en 2023. Et les habitants me parlent comme s'ils étaient encore dans le Saint-Genis-Laval de 5 000 habitants du village où ils connaissaient tout le monde. Et c'est vrai que c'est une ville aussi où, en fait, quand les gens se rendent compte, c'est compliqué, par exemple, d'aborder certaines notions parce que justement, en fait, moi, alors c'est aussi peut-être parce que je suis lyonnaise, je pense souvent au film des Frères Lumière où on voit le train qui rentre et les gens qui sont partis de la salle parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vu ce que c'était qu'un train. Et moi, j'ai un peu cette impression, c'est que des fois aussi, finalement... les gens ont l'impression qu'on est rentré dans leur village et qu'on les a un peu catapultés dans un autre monde. Si je fais cette digression, c'est pour revenir justement sur le fait en quoi justement le levier de l'intergénérationnel est intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, il faut redonner le pouvoir d'agir à chacun, et notamment aux personnes les plus âgées dans notre société. Alors, si je puis juste donner un exemple... Voilà, quand j'ai été élue, donc j'ai institué un conseil des aînés. Alors, je peux vous dire que j'ai un groupe qui est extrêmement vivant, parce qu'une fois, je leur expliquais que des fois, l'administration, c'est un petit peu lent. Et il y a un monsieur qui s'est levé, il m'a dit « Mais madame la maire, mais nous, on n'a pas le temps ». Donc j'ai dit ah d'accord, donc j'ai dit on va aller vite, et en fait ils ont créé deux commissions. Dans la commission solidarité, ils ont créé une plateforme. Alors ça correspondait, j'ai vu dans vos propositions, je crois que c'était penser le quartier à l'aune de l'entraide et du prendre soin. Et en fait, ce Conseil des aînés a créé une plateforme qui s'appelle On n'a qu'à s'aider, et qui est une plateforme en fait qui met en lien des personnes avec des besoins, des personnes âgées et des personnes qui offrent. Ça peut être, moi j'ai des cerises dans mon jardin, venez les ramasser. Voilà, c'est très concret, c'est assez basique. C'est aussi l'occasion de se rencontrer et de faire des échanges. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement les aînés, ce sont eux aussi qui recrutent les bénévoles. Ils castent, je peux vous dire, c'est assez sévère. D'ailleurs, on a dû leur dire
Et après, en fait, ils sont même un peu jaloux parce que des fois, il y a des personnes qui ont créé des liens et qui se passent de la plateforme. Et ils me disent « Ah, mais non, mais il faut qu'ils passent par la plateforme ». Je leur dis « Le but, c'était aussi de créer des liens. » Et finalement, c'est ce qui a réussi. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour l'instant, mais voilà, je trouvais que cet exemple, il correspondait effectivement à ce qu'on peut créer sur une commune. Ensemble et que derrière, on arrive à trouver des solutions. Et juste peut-être ce que je voulais dire aussi sur l'intergénérationnel, parce que souvent, il y a beaucoup d'initiatives, en fait. On va dire, c'est pas parce qu'on mélange des enfants, des personnes âgées, des jeunes et des vieux qu'il se passe quelque chose. Et en fait, c'est justement, je pense, par la construction un projet qui est pensé ensemble, ça doit pas être artificiel en fait. Voilà, je pense que des fois ça peut être l'écueil parce que finalement c'est aussi de l'affichage. On sait que politiquement ça va bien se vendre. Non mais je suis peut-être un peu cynique, mais je pense aussi que c'est important aussi que ça soit construit et que ça parte d'un désir de chacun. Et souvent ce dont je me rends compte, moi, c'est que les jeunes, par exemple, on a créé il n'y a pas longtemps un conseil municipal des jeunes. Et la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est de travailler avec le conseil des aînés parce qu'ils ont des envies et qu'ils pensent aussi que les aînés vont pouvoir les aider à réaliser cela. Oui, ouais. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il faut que ça résolve un vrai problème auquel tout le monde finalement est attaché. Oui, et je pense qu'effectivement, vous avez commencé à l'évoquer, la transition écologique, c'est aussi un formidable levier, je pense aussi, pour que y ait ce rassemblement des générations. Très bien, merci. Alors, on va changer d'échelle géographique et de taille. Donc, Olivier Rifou, puisque vous êtes président du conseil départemental de la Mayenne, comment ça, finalement... Quelle réflexion vous inspire la démarche qui a été mise en place? Et puis, comment on a commencé à l'évoquer, comment ça résonne aussi sur vos territoires? Alors, quand on est président du département, on est souvent en même temps élu local. Oui. La règle du cumul des mandats fait que je ne suis plus maire. Je l'ai été d'une commune de 6000 habitants touchant Laval, une commune qui s'appelle Changé, qu'on appelle quelquefois le Neuilly mayennais. Pardon Jean-Christophe, mais on a compris que c'était le quartier où habitait sans doute la population la plus aisée du département. J'en suis resté conseiller municipal aujourd'hui. Et très, très clairement, alors je parlerai un peu plus du grand âge, qui est aussi ma responsabilité au sein des départements de France. Je crois qu'il faut être clair, quand on parle aujourd'hui intergénérationnel, on pense plutôt aux anciens. Parce que les anciens, ce sont ceux qui vont arriver en plus grand nombre demain. Et ceux qu'il va falloir accueillir dans les meilleures conditions possibles, dans nos villes, dans nos campagnes, là où ils sont installés. Malheureusement, la natalité est un peu en baisse, et donc la préoccupation principale de nos villes et de nos départements va être d'accueillir dans les meilleures conditions possibles ces personnes âgées qui vont arriver en très grand nombre dans des besoins d'habitat qui vont évoluer. Des besoins d'habitat, bien sûr, traditionnels, où on va tenter de les accompagner un peu mieux pour qu'ils puissent se maintenir à domicile, mais aussi dans des habitats nouveaux. Et c'est là où j'ai le sentiment que la notion d'intergénérationnel peut davantage prendre sa place. Si je prends l'exemple d'ailleurs de la commune de Changé, je sais qu'il y a une réflexion en cours de bâtir un nouveau quartier intergénérationnel, le mot à la mode, mais il va se bâtir autour à la fois, bien évidemment, de nouveaux habitats intermédiaires qui se mettent en place aujourd'hui pour accueillir les personnes âgées, et puis d'enfants, mais il se trouve que les enfants, ça sera d'ailleurs des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont confiés au département et pour lesquels les besoins sont là aussi malheureusement en augmentation et pour lesquels il faut trouver des nouveaux lieux d'hébergement. Il y a une dimension qui pour moi est essentielle, c'est la notion d'habitat. C'est le lien aussi avec le conseil départemental. On est de plus en plus nombreux à prendre la compétence totale des aides à la pierre, dite de niveau 3, ce qui fait qu'on intervient de plus en plus sur ces questions d'aménagement du territoire. Et en Mayenne, par exemple, on a développé un plan départemental de l'habitat dans lequel on accompagne les collectivités et les intercommunalités dans leur aménagement pour partager l'espace, de plus en plus contraint avec bien sûr cette zéro artificialisation nette qui devient
une contrainte supplémentaire dans nos différents espaces pour à la fois partager l'espace peut-être en matière de circulation, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi le partager en termes d'habitat. Et ça va être une question majeure pour les communes et pour les départements, bien évidemment. Merci. Merci beaucoup. Anne Terlet, vous êtes vice-présidente du conseil départemental de l'Eure. Oui, je ne suis que vice-présidente. Ah non, et comme je suis vice-présidente de tout un tas de choses, mon maire habituellement me dit que je suis la femme de tous les vices. Voilà. Donc c'est... Ah, c'est... Bon. Non mais c'est... Comme on se connaît voilà très bien, c'est très amical. C'est intéressante. Donc oui, comment vous réagissez par rapport à l'initiative, puis en quoi finalement ça vient aussi résonner avec des actions que vous pouvez mener sur les territoires? Alors moi, en toute sincérité, j'ai été, en parcourant le document, en découvrant les travaux, j'ai été absolument marquée à la fois par la puissance de la réflexion, la puissance et la qualité, voilà, je le dis vraiment en toute sincérité, qui contraste par ailleurs avec la simplicité du document. Et ça, je voulais le dire en préambule, parce c'est facile de l'appréhender, on se représente très bien ce que ça peut produire, mais on y reviendra peut-être sur nos territoires. Donc, juste ce préambule-là. La première chose qui m'a frappée, c'est que le diagnostic, il est crucial, parce qu'il faut qu'on lutte contre les représentations qu'on a nous-mêmes de ce que peut penser l'autre génération. Voilà. Et ça, je pense que sur les enjeux aussi, etc., ce diagnostic, il est important. On a fait le même travail quand j'ai été élue dans le cadre d'une grande concertation qu'on a menée pour réinventer nos politiques publiques dans le département de l'Eure, qu'on a appelé les Assises des solidarités, et j'ai retrouvé des éléments qui sont tout à fait communs entre le diagnostic que vous avez réalisé et le nôtre, notamment sur voilà, l'environnement familial et amical, à quel point il compte, sa conception élargie. On avait constaté, on avait posé cette question dans un sondage, si vous avez une difficulté, un problème, vers qui vous tournez-vous? 75% des Eurroises et des Eurois interrogés ont dit la famille, les amis. 14% la mairie, mais les autres on était, alors le conseil départemental pas du tout, et les associations caritatives pas non plus. Donc ça se retrouve, je trouve. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut retrouver, des paradoxes, le lien intergénérationnel qui est menacé, mais qui est aussi plébiscité, vous l'avez dit. Mais au-delà de la question du mur démographique et d'ailleurs de sa cohorte de défis que Madame la Ministre a bien décrit, hein, le maintien à domicile, la transformation de l'offre des établissements médico-sociaux, la lutte contre l'isolement, l'attractivité des métiers, enfin, etc. Ce qui m'a, moi, le plus marqué, c'est que vous avez finalement décrit le lien intergénérationnel comme un outil et non pas comme une finalité. Et je crois que, fondamentalement, nous nous trompons dans la manière dont nous traitons cette question de l'intergénérationnel dans nos mandats. Et d'ailleurs, je vous rejoins, Madame le maire, parce que on mène des projets en mettant un peu l'intergénérationnel à toutes les sauces, parce que peut-être qu'effectivement c'est vendeur, mais en se trompant. Et j'ai en tête notamment, alors après il faut tâtonner, hein, mais je pense que votre méthodologie va nous éclairer. J'ai en lien notamment à Louviers un immeuble d'habitat social intergénérationnel. Il n'a pas fallu plus de 3 mois avant que nous n'ayons en permanence les différentes générations habitant le même immeuble et qu'on constate rapidement des grosses difficultés dans le fonctionnement de l'immeuble. Donc voilà, moi c'est la chose qui m'a le plus marqué, l'intergénérationnel comme outil, qui devient du coup un outil de transformation sociale, le pouvoir d'agir, voilà, transformation sociale, outil de cohésion sociale, et monsieur le maire, vous l'avez très bien rappelé aussi, outil de production des politiques publiques. Et ça, c'est peut-être plus étonnant, voilà. Et du coup, je me dis que c'est peut-être moins une question de moyens, ce sujet-là, que de méthode. Et ça aussi, j'avais pu le constater dans les Assises des solidarités. Finalement, toutes les associations porteuses de structures, etc., ne nous ont pas tant interpellés sur les moyens financiers que le département pouvait mettre sur la table que sur la méthode, le partenariat, avec cette conviction que c'est de la qualité de l'alliance territoriale que peut naître des politiques publiques de qualité. Et puis, pour faire plus court, donc je l'ai trouvé facile à appréhender, je l'ai dit, j'ai eu envie d'avoir une application très personnelle de la méthodo, parce que pour tout vous dire, j'ai 6 enfants et qu'il y a 18 ans entre l'aîné et la dernière, et que je constate la friction
qu'il peut y avoir au sein de la fratrie à cause de cet écart générationnel. Et je ne sais pas très bien comment le résoudre, donc peut-être que là, je vais pouvoir trouver une solution. Et enfin, la dernière chose très importante, c'est que ça nous invite évidemment à réinventer la démocratie. On le sait, les élus locaux ont une responsabilité, en tout cas on se sent une responsabilité incroyable par rapport aux défis de notre temps et au risque de fracture avec un plafond de verre qui se rapproche. Et je me suis dit, on n'est pas seul. Voilà. Et peut-être que la plus belle nouvelle, c'est de se dire qu'on n'est pas seul en fait. On parle beaucoup de démocratie participative, mais finalement, est-ce qu'on sait la faire ? C'est pas si facile. Et là, vous nous proposez un outil qui va lutter contre l'isolement des élus et qui va nous permettre de produire des choses qui me semblent, moi, très qualitatives. Alors, lutter contre l'isolement des élus n'était pas la volonté première. Ce que va d'ailleurs, j'imagine, confirmer Guillemette Leneveu. Donc, vous êtes directrice générale de l'UNAF. Alors, vous êtes à la fois partenaire, vous avez tout à l'heure un peu commencé à vendre la mèche sur la famille, de façon tout à fait... Vraiment, vous avez fait monter la tension sur le sujet. Mais donc vous par rapport à la fois à la démarche, peut-être par rapport aux réactions qu'elle engendre, quel regard vous portez Alors d'abord, je voudrais remercier tous ces élus pour la sincérité de leurs propos. On voit bien autour de ce thème des solidarités intergénérationnelles, éventuellement le côté un peu on va dire, qui parfois peut apparaître. Et vraiment merci parce qu'effectivement, on voit bien les écueils, en fait, de fixer ça comme une finalité en soi, alors qu'effectivement, c'est un des instruments. Donc ça, je voulais quand même le souligner. Le deuxième point quand même, parce que je représente l'UNAF, j'entends parler du mur démographique, le vieillissement, et dans les propos aussi de la ministre, je voudrais rappeler aussi que la natalité, c'est aussi important. Et c'est pour ça que je le disais aussi en introduction, le rôle évidemment très important des communes, avec, on le sait, les difficultés financières par ailleurs qu'elles peuvent rencontrer, mais elles ont un rôle absolument fondamental quand même. Et là, on est en train de parler du contrat social, on est en train de parler d'avenir. Donc bien sûr qu'on a cette problématique du vieillissement qui arrive, mais n'oublions pas aussi qu'il y a des parents qui souhaiteraient avoir des enfants, et donc comment on peut satisfaire leurs désirs. Voilà. Donc je voudrais le rappeler. Peut-être pour redire aussi, moi ce que j'ai aimé dans l'étude, j'ai participé en partie à une des rencontres citoyennes, et c'était très beau, je trouve, de voir autour de la table des personnes de générations très différentes. Ça n'a pas toujours d'ailleurs parfaitement fonctionné, parce que c'est la vie. Et puis les propositions, je dirais que c'est plus le fait que toutes ces personnes d'âge différents aient pu se rencontrer sans notion de hiérarchie. Et ce qui est ressorti, notamment la proximité affective et physique, j'ai vu qu'il est recherché par toutes les générations. Et je me disais que ce terme physique, il est peut-être pas anodin après la crise sanitaire parce que cette crise sanitaire, on a l'impression que ça y est, c'est terminé, on a eu cet événement. Or, en fait, il me semble, je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu la même réponse, en fait, si on avait posé cette question avant 2020 ou 2021. Parce qu'effectivement, il s'est passé un événement fondamental, à la fois avec des aspects, entre guillemets, positifs, c'est-à-dire que les familles se sont parfois retrouvées entre elles, avec des moments partagés, le repas en famille, l'aspect scolarité, Dieu sait, pesant pour les parents, mais aussi qui pouvait représenter quelque chose, et en même temps avec des événements parfois aussi très, très compliqués au sein des familles, parce qu'il ne faut pas être naïf, donc ça, on va dire cet aspect positif, et puis en même temps, évidemment, tout ce problème de la distance pour les jeunes, il faut quand même le rappeler, des étudiants qui étaient éventuellement à l'autre bout de la France par rapport à la famille, avec des séquelles, on sait qu'on est encore en train de gérer. Et puis des parents âgés qui se sont retrouvés confinés dans ces établissements. Et donc peut-être, je me disais, finalement, ce manque, il a peut-être créé ce désir. Et donc cette présence physique, et puis le terme affectif aussi, qui me paraît important et qu'il faut pouvoir rappeler. Je voulais te dire un autre point, parce que je trouve que la ministre, elle a dit, moi je voulais dire quelques mots sur les aidants familiaux, mais donc c'est pas nécessaire. Peut-être simplement quand même pour rappeler, je trouve qu'il y a un chiffre important. En France, il y a 9 millions d'aidants familiaux. Et dans ces aidants, il y en a 500 000 qui sont des enfants mineurs.
Voilà, et je trouve que c'est toujours bien de rappeler, parce que finalement, ça rejoint notre idée. Enfin, ce qu'on voit, c'est que l'intergénérationnel, c'est une espèce de boucle, en fait. C'est presque le cercle vertueux. Il n'y a pas un aidant, un aidé. Je dis aussi parce que les politiques publiques ont toujours tendance à dire, il y a les aidants, il y a les aidés, on va faire des politiques pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-là. En fait, on vit quand même dans une société et dans une famille. Voilà, tout est mélangé. Donc ça, je trouve que c'est aussi important de le rappeler. Et en fait, je voulais te dire un mot sur le travail. Parce que c'est vrai que la ministre l'a un petit peu évoqué. Et on parle beaucoup, bien sûr, de parité, on parle de diversité, on parle de mixité au sein du monde du travail, mais finalement, on parle assez peu de cet aspect multigénérationnel. Or, c'est quand même un des points importants. Je trouve que c'est une valeur ajoutée. Quand on va travailler, c'est aussi pouvoir rencontrer des personnes d'âges différentes. Donc, la ministre faisait référence au milieu, je pense, de l'artisanat, du bâtiment, où il y a encore cette idée de transmission, etc. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tous les secteurs d'activité. Si on prend l'exemple des start-up, par exemple, de tout ce nouveau secteur d'activité, où on a le sentiment qu'on a c'est plutôt un effet de génération. On va avoir des jeunes trentenaires jusqu'à 40 ans, et à la limite, au-dessus de 40 ans, vous êtes déjà quand même quelqu'un d'âgé. Donc, ce qui tend un peu à refermer, en fait, il me semble, certains cercles. Il y a quand même la question, évidemment, de l'employabilité des seniors, donc quand même qui est un énorme problème en France, de ce point de vue-là. Et puis, le télétravail, quand même, que la ministre a un peu évoqué rapidement. C'est-à-dire que finalement, ce télétravail aussi qui, bien sûr, offre une distance. Et moi, je pense aussi entre les générations. Entre les générations. Et donc, il faudra que le monde du travail, les entreprises puissent réfléchir aussi à cela. Et puis, bien sûr, ça renvoie aussi à toutes les questions du temps. Moi, je suis contente parce que la ministre a annoncé un travail autour du temps. Le Haut Conseil, d'ailleurs, a travaillé, n'est-ce pas, Sylviane, sur ces questions-là. Et pour les parents, éduquer des enfants, puisqu'on parle beaucoup des questions d'éducation actuellement, il faut du temps. Et ça renvoie évidemment à la question de la conciliation de ces différents temps, vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. Voilà ce que je voulais un peu en entendant tout ça. Et peut-être juste faire une promotion, faire un petit bout de promotion sur deux types de dispositifs qui nous intéressent, nous, en tant qu'association aussi familiale. D'une part, tout ce qui concerne, c'est vrai, ce qu'on appelle le soutien à la parentalité. Alors, c'est pas un très joli terme, c'est un côté, je trouve, un petit peu techno, mais on comprend bien. Il s'agit d'accompagner les familles. Et en fait, on voit de plus en plus ce qui fonctionne bien, c'est lorsque les familles se regroupent entre elles et réfléchissent justement entre elles à des solutions. Et très souvent, les familles veulent se regrouper lorsqu'elles rencontrent les mêmes difficultés. Donc on est plus dans l'informel en fait, et on voit que les familles, on parle beaucoup des familles monoparentales par exemple, et effectivement c'est le moyen de pouvoir sortir de chez soi, de se rencontrer. Sauf que ce type de dispositif qui parfois nécessite aussi un peu de subvention publique se heurte un peu aux règles, on va dire, administratives qui font que l'administration en général préfère quand même quelque chose d'un peu plus normé, d'un peu plus cadré, au travers d'un appel à concurrence, etc. Donc viennent un peu se heurter finalement des initiatives qui sont plus spontanées et qui répondent à un besoin, et la façon dont les pouvoirs publics peuvent y répondre. Et puis ma promotion, donc c'est l'action Lire et faire lire, qui est vraiment une action intergénérationnelle et que vous connaissez peut-être tous les élus, qui est vraiment une très très belle opération, qui avait été initiée par Alexandre Jardin, il y a des années, et qui continue à fonctionner, avec un nombre très important de bénévoles, des jeunes retraités d'ailleurs, très très souvent. C'est le plaisir de la lecture, c'est de la solidarité partout, dans les écoles, dans les crèches. Et maintenant, on a créé un label, je le dis pour les villes, puisqu'on est ici à l'AMF, pour les villes qui contribuent à cette opération. Donc ça s'appelle Ma commune aime lire et faire lire. On a déjà 1000 communes qui ont ce label. Et donc évidemment, je vous invite, mesdames et messieurs, les maires en responsabilité dans les communes, à vous joindre à cette opération qui effectivement est une belle opération très concrète et qui favorise ce contact entre des gens un peu plus âgés et des enfants. Très bien, merci. On espère peut-être d'avoir demain, enfin dans un an, 1000 collectivités qui seront emparées du kit qu'on propose. Et ce qui donc m'amène, moi, peut-être à la deuxième partie, c'est très bien, visiblement, ça a pu éveiller, je ne sais pas si ça a éveillé des consciences, mais en tout cas, visiblement, il y a un accueil favorable. Est-ce que pour autant, les outils qui ont été développés, vous pensez qu'ils peuvent venir enrichir des actions que vous menez? Est-ce que ça vous donne des idées? Voilà, l'idée, c'est de voir un peu
Est-ce que demain, vous verriez bien mettre... Alors, on ne vous demande pas un engagement ferme, hein, mais est-ce que demain, vous verriez bien, finalement, utiliser sur l'espace géographique qui est le vôtre, le type d'outil qu'on met en place? Alors, je me tourne vers vous parce qu'on va aller on va faire du micro jusqu'au macro. Voilà. Donc, je ne vais pas répondre au nom de tous les maires de France que je représente, parce qu'après... non, mais je trouve que c'est intéressant de présenter l'initiative. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une commission affaires sociales. Je pense qu'effectivement, il y a sûrement des élus dans la salle, mais ça peut les intéresser. Oui, très concrètement, moi, ça m'intéresse de le mettre en place. Je trouve que c'est pertinent, comme je vous l'ai dit, parce que ça part des besoins, et puis que c'est une démarche positive. Ça me faisait penser à une toute autre démarche, mais quand on fait la fresque du climat, par exemple, c'est pas culpabilisant, ça fait réfléchir et ça fait avancer. Et je pense qu'on a aussi besoin de ce genre d'outils qui soient positifs et qui donnent de l'énergie, en fait. Et que chacun apporte ce qu'il peut apporter. Ça, je pense que c'est extrêmement important, parce que souvent, on a affaire à des phénomènes qui sont descendants ou des politiques qui soient descendantes, et où justement, vous parliez d'implication des habitants. Ça peut être compliqué pour un habitant parce qu'il ne se sent pas autorisé à. Et il me semble que dans la stratégie que vous proposez et la méthode, les personnes vont se sentir autorisées à participer et à apporter ce qu'ils ont à apporter. Et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il y a des petites pépites et des choses auxquelles on ne pensait pas, parce que finalement, est-ce qu'on n'interroge pas toujours les mêmes personnes? Est-ce que quand on fait des consultations, nous, en tant que maire, on voit pas toujours les mêmes personnes, un peu les sachant et tout? D'ailleurs, des fois, on se dit, voilà, c'est encore eux qui arrivent, mais voilà. Et c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est parce qu'en fait, si on veut avoir une diversité, il faut aussi qu'il y ait une diversité de personnes qui soient représentées. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Très bien, merci. Merci beaucoup. Véronique Levieux, puisque là, maintenant c'est à vous. Là, on prend Est-ce que ce type d'outil est à même peut-être de vous aider, vous inspirer dans les actions que vous menez? Aider certainement. Après, c'est alors sans parler des élus, mais de la même manière que je ne m'avancerai pas à la place des potentiels bénéficiaires ou personnes intéressées. En tous les cas, c'est certainement un travail qui sera, comme je l'ai dit au début, à faire partager à l'échelle de l'ensemble des instances représentatives des personnes âgées de nos territoires parisiens. Je salue Véronique Bucaille du 16e arrondissement, où voilà, ça peut être à l'échelle de ce territoire un outil comme d'autres, et sans doute aussi une manière de parler de l'intergénérationnel sous un autre angle. Ça peut agacer, ça peut ne pas donner envie, ça peut faire peur, ça peut être un slogan, ça peut ne servir à rien, comme ça peut être une formidable réussite, ça peut être pas mal de choses. Et là, cette méthode permet sans doute d'évoquer d'autres aspects auxquels les uns et les autres on n'aurait pas pensé. Donc c'est sans doute sous cet angle là qu'on pourra s'y référer. Juste souligner, sans faire de promotion, mais quand même il y a beaucoup de très belles réussites. Néanmoins, une fois qu'on a écarté effectivement les projets intergénérationnels slogans, je ne suis pas sûre que ce soit forcément les villes qui les recherchent, mais on est beaucoup sollicité par des porteurs de projets qui cherchent un soutien et des financements avec l'étiquette intergénérationnelle. Et on est tous d'accord, ça ne s'impose pas, il faut qu'il y ait du sens. Je ne sais pas si forcément ça résout un problème, mais il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait une envie, et il faut que chacun le perçoivent comme ça. Et l'intergénérationnel, c'est au sein même des personnes âgées, puisque entre les de 65 ans aux centenaires, là aussi. Donc il y a une diversité de cette situation intergénérationnelle, mais pour des projets qui ont du sens et qui permettent de répondre à des problématiques lourdes. J'évoquais la lutte contre l'isolement des seniors. Je sais qu'à Paris, on a réussi à enclencher avec des associations un dispositif qui s'appelle Paris en compagnie, et ce sont des Parisiens bénévoles, quel que soit leur âge, qui se mettent en lien avec des personnes âgées qui par téléphone se sont inscrites sur un dispositif qui est créé par les petits frères des pauvres, Lulu dans ma rue, et une association gestionnaire du NEM de Zadac.
et qui, grâce à cette mise en relation de bénévoles, avec un financement de la conférence des financeurs de Paris et de la ville, eh bien, peuvent retourner se promener, faire des visites de loisirs culturels, aller peut-être à des rendez-vous médicaux, faire des rendez-vous administratifs aussi, ressortir, retrouver la confiance et faire du lien, faire du partage. Et il y a des binômes et il y a des histoires qui se créent. Voilà, donc ça coche différents panels. Et permettez-moi, ça coche différents objectifs peut-être ou besoins. En tous les cas, ce sont des belles réussites. Et permettez-moi de citer les services civiques. Parce que là, c'est aussi un outil pour faire connaître des métiers, des filières, des professions à des jeunes qui s'interrogent, peut-être qu'ils n'iront pas dans les filières de la gériatrie ou des métiers auprès des personnes âgées, mais en tous les cas, sur un temps relativement long, ils sont dans nos centres d'action sociaux pour faire de l'animation, dans des EHPAD ou dans d'autres lieux. Là aussi, il y a à la fois un travail important pour eux, il faut de la préparation, il faut de l'encadrement. Donc nous, on travaille beaucoup avec le service senior solidarité. Je crois que je l'ai dit dans le désordre, mais voilà, vous voyez à quoi je fais référence. Et ce sont des très belles réussites. En plus, je pense que ça permet d'ouvrir d'ouvrir le regard, de lutter contre l'agisme. Donc, c'est des dispositifs qui marchent très bien. Je crois que dans toute la France, il y a ces actions qui sont mises en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on poursuit. Et bon, on va dire honneur aux dames. Anne, ensuite. Moi, je vois d'emblée plusieurs applications très concrètes, notamment là où j'échoue, en fait, ou bien là où ça ne fonctionne pas très bien. Alors, j'ai en tête notamment un projet d'habitat participatif qui est en train d'être... C'est le premier sur mon territoire. Je vois bien que c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Et donc, je me dis, cette méthode, elle permettrait peut-être de faire avancer le groupe, de l'élargir de manière beaucoup plus construite, précise, enfin voilà, pour produire quelque chose de chouette. J'ai en tête, parce qu'on l'a fait aussi à Louviers, on a réuni le conseil municipal, il y a le conseil municipal des jeunes, conseil municipal des aînés, et en fait, depuis 2 ans, on réunit les 3 conseils. Donc le conseil municipal des jeunes et le conseil municipal des aînés, dans un format congrès. Voilà, pour essayer justement de faire converger, on l'a appelé le congrès, de faire converger, et plutôt sur un travail prospectif de ce que pourrait être la ville et le territoire dans 10 ans. Et donc du coup, voilà. Et en fait, c'est pas simple en séance de faire travailler voilà. Et je me dis là, il y a aussi matière dans la méthodologie à mettre en application. J'ai un 3e exemple qui serait nos quartiers prioritaires politiques de la ville, parce que on est sur du tissu périurbain, on n'a sûrement pas on n'est pas sur des problématiques d'urbain très denses, Lyon, Paris, Marseille, enfin voilà. Et chez nous, on a encore des personnes seniors qui habitent le quartier, qui sont extrêmement attachées parce qu'ils sont arrivés dans le quartier avec la naissance du quartier, et qui partent de plus en plus parce qu'il y a cette confrontation avec ce qu'ils considèrent, eux, être des générations nouvelles qui échappent à l'autorité des parents. Enfin, vous entendez le discours. Et donc, comment on gère ça au sein de nos quartiers, c'est un gros enjeu de mixité sociale. Et puis enfin, la réorganisation qui sont à l'œuvre aujourd'hui, réorganisation des services au sein du conseil départemental, puisque les assises des solidarités aboutissent à cette réorganisation des services avec la volonté d'avoir un lien beaucoup plus fort avec les territoires, vraiment conseil départemental, intercommunalité, là où on a toujours été biberonné à l'intercommunalité avec la région. Donc voilà, on change de paradigme. Et là, on a des choses à construire aussi pour territorialiser nos politiques publiques de manière plus forte et qu'on les construise avec des... moi, j'ai été sensible à la remarque qui était qu'il y avait plus de consensus. Les consensus étaient plus étendus que les dissensions. Et pour produire nos politiques publiques, je pense il y a un enjeu, et ça serait très intéressant de mettre en œuvre la méthodologie. Très bien, merci beaucoup. Donc Olivier Richefou, il va falloir être bref, parce que vous avez dû remarquer l'agitation. Je vais juste te dire que je suis en phase avec ma voisine vice-présidente. Je terminerai juste par un clin d'œil. Les initiales du cercle de vulnérabilité de la SET, c'est CVS. Oui. C'est le Conseil de la vie sociale dans les EHPAD. Voilà. Oui. Voilà, c'était juste le mot de la fin pour moi. C'est au moment où vous évoquiez ça, où je me disais effectivement. Merci beaucoup. Guillemette, un dernier mot ou... Très bien. Écoutez, merci infiniment. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à vous 5. Maintenant, pour conclure, en qualité de grand témoin, un homme, je peux le dire, que j'estime particulièrement,
Et merci d'être venu, cher Jean. Merci. Si je commençais par une boutade, d'abord, je dirais que j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris dans la diversité. Et au fond, on est dans une mutation de société que chacun a bien compris. Et ce village planétaire dans lequel nous vivons, avec des aspirations contradictoires de nos concitoyens, fait qu'ils veulent vivre un village et en même temps avoir l'accès à Internet immédiat. Ils veulent à la fois que la proximité vienne à eux et en même temps qu'ils soient capables de se déplacer très rapidement. Ils veulent à la fois trouver des grandes surfaces dans lesquelles ils peuvent trouver tout ce qu'ils cherchent, mais avoir le petite boutique dans laquelle ils peuvent discuter avec les personnes. Comment concilier ces éléments contradictoires dans une politique qui, en fait, et le mot a été dit tout à l'heure, qui est la mixité sociale et la politique intergénérationnelle. Vous avez souligné, et je l'ai beaucoup apprécié, la difficulté de ne pas tomber dans la caricature ou dans l'image. C'est vrai que amener quelques enfants d'une crèche dans un EHPAD, ça peut faire quelques photos, ça ne résout pas le problème de l'intergénération. Et l'intergénération, elle se crée d'ailleurs dans le monde nouveau dans lequel nous sommes, puisque les vieux vivent de plus en plus vieux et que les jeunes partent de la maison de plus en plus tard. Et que vous avez une intergénération d'actifs qui à la fois continuent à traiter leurs vieux et leurs enfants. Ce qui n'est pas négligeable non plus, y compris en termes de temps et en termes financiers. Et puis il y a à quel endroit on trouve les solidarités. Regardons dans le passé, la solidarité dans l'usine, c'était une solidarité. Une solidarité parce que si je ne suis pas là, l'autre fait mon travail. Et puis en même temps, et s'il est blessé, je le soutiens. Et puis il y a une lutte. Il y a une lutte sociale pour obtenir des éléments supplémentaires. Cette lutte, elle est fraternelle, elle est physique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et elle est affective. Et puis, bien entendu, il y a le lien familial. Et la famille, à cette époque-là, l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est une famille classique, hein, pardon d'utiliser ce mot, voilà, il y a le papa, il y a la maman, et les enfants, les grands-parents. Mais aujourd'hui, la famille, elle se décompose, elle se recompose. Et donc, le cercle familial s'est paradoxalement élargi. Il ne s'est pas non plus dissocié. Et la référence à la famille est un élément majeur. Marcel Ruffo, qui est un pédopsychiatre que vous connaissez certainement, et qui a beaucoup travaillé sur les grandes crises de l'adolescence, ils disent, et les délinquants, il dit, la référence qui reste, c'est la famille, la mère. Quand il n'y a plus ça, c'est qu'il y a une vraie désinsertion sociale et une difficulté à se reconstruire. Donc la cellule familiale, ça existe encore, parce que c'est un cercle de solidarité. Et d'ailleurs, quand les gens sont en difficulté, c'est vers la famille qu'ils vont. Voilà. Famille, je vous aime, pour dire l'inverse de ce que Ravé Bazin disait dans une autre circonstance. La famille, c'est encore ce noyau fort. La famille, le travail, bien sûr. Je ne vais pas vous dire la patrie, parce que c'est le territoire qui vient tout de suite après. Le territoire, mon espace. Et dans cet espace, c'est mon quartier. Et on voit que même dans des villes moyennes comme Antibes, on se restructure en quartier et on donne une identité, et on fait la fête du quartier, etc. Et au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que les politiques publiques, elles sont des facilitateurs, des facilitatrices, pour permettre que tout le monde, que chacun, dans sa diversité de génération, dans sa diversité d'origine, dans sa diversité sociale, bien trouve un moment important. Il y a toujours deux grands piliers dans ces éléments, c'est la culture et le sport. Moi qui suis né à Marseille, je vous garantis que dans le stade Vélodrome, vous avez des gamins et vous avez des presque vieillards qui viennent hurler leur joie de voir l'OM aller droit au but. Voilà. Et puis, vous avez des éléments de culture, parce que vous pouvez aussi amener toute une famille à un moment donné, soit à une fête de village, de partage, et puis vous pouvez aussi l'amener au théâtre ou au cinéma.
Et au cinéma, vous avez aussi, bien sûr, il y a des films un peu ciblés, mais vous voyez à la sortie cette diversité qui se mélange et qui s'interpelle. Alors bien sûr, je suis pas dans un monde de bisounours et je mets pas mon association des anciens combattants en même temps que les jeunes des travaux d'intérêt général pour dire dialoguer ensemble. Voilà, je mets des tampons au milieu et j'essaie de créer de la fluidité comme vous tous. On ne commet pas d'erreur en faisant en sorte qu'on évite les pièges. Regardez comment la mixité sociale devrait être reprise par les collectivités en faisant en sorte qu'on accepte la mixité sociale quand on fait des attributions de logements sociaux. Qu'est-ce que c'est la non-mixité sociale? C'est de mettre les gens de même origine, de même difficulté, dans les mêmes situations, au même endroit. Et si vous le faites avec une génération ancienne qui occupe antérieurement les lieux, ils fuient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils fuient l'espace parce qu'ils n'y s'y sentent pas acceptés. Créer des liens, voilà. Saint-Exupéry dit ça avec Le Petit Prince. Comment apprivoiser, c'est créer des liens. Comment j'apprivoise les autres? Et au fond, il y a beaucoup de choses qui font que on peut trouver que l'autre est étranger. Il est étranger parce qu'il n'est pas de ma génération et il n'est pas de ma culture presque. Il est étranger parce qu'il est vraiment étranger et il a des habitudes qui ne sont pas les miennes. Et puis, il est étranger parce qu'il ne fait pas partie du même milieu social. Et si on jouait tout ça sur un simple élément, nous sommes tous des vulnérables. Voilà. Nous le sommes, ou nous le serons, ou nous l'avons été. Donc cette vulnérabilité, elle vient, pardon de revenir toujours aux thèmes qui me sont pas chers, mais qui me collent à la peau, c'est-à-dire qu'un jour, on va tous mourir. Voilà. Donc c'est au moins une certitude de vulnérabilité. Et pendant la prise en compte de ce tragique de la vie, tout ce que nous faisons est vulnérabilité. Et au fond, dans l'imaginaire, est-ce que nous devons être forts et dominants aux vulnérables et assister? Ni l'un ni l'autre. La solidarité, la fraternité, c'est pas quelque chose qui vient du fort vers le faible. C'est quelque chose qui horizontalise. Effectivement, quand vous jouez au football, vous êtes dans une équipe. Il n'y a pas, oui, il y a toujours un cadre là-dedans, mais vous êtes quand même dans un univers dans lequel on est obligé d'être solidaire et égaux. Solidaire et égaux. Parce que, bien sûr, on trouvera toujours des généreux qui vont donner du temps, qui vont donner de l'argent, mais est-ce qu'au fond, on ne peut pas imaginer que cette ressource de la vulnérabilité, de la fragilité, est une richesse et une force d'humanité? Dans l'histoire grecque ancienne, il y a deux figures qui m'intéressent beaucoup. Moi, c'est Achille et Ulysse. Achille, c'est le fort, voilà. Je te casse la gueule à la récré, et puis tu vas voir ce que je vais te mettre à Hector, et puis je l'humilie, et enfin, bon, bien sûr, il a son talon, et il finit mal, voilà. Moi, il m'énerve parce qu'en plus, à cette époque-là, c'était Brad Pitt qui l'incarnait au cinéma, et tout le monde trouvait Achille très beau. Moi, je préfère Ulysse, voilà. Ulysse, il est tellement fragile qu'il se trompe, il ment, il essaye de se récupérer. Il est profondément humain dans notre diversité de force et de faiblesse. Et à un moment donné, il y a un endroit qui est particulièrement intéressant dans l'Odyssée, puisque c'est l'Odyssée qui évoque ça. Il arrive dans une île et la femme qui le reçoit, c'est Calypso. Calypso, c'est une déesse. Elle est prête à lui donner, parce qu'elle tombe amoureuse de lui, c'est ça, les Grecs anciens mélangeaient les humains et les dieux, voilà, comme ça, les humains se sentaient un peu dieux quand ils se regardaient et qu'ils étaient tombés amoureux les uns des autres. Donc, ils s'aiment. Bon, très bien. Bon, au passage, quand même, il y a Pénélope qui l'attend, mais ils s'aiment quand même. Et dans cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre, elle voit que elle est déesse et donc elle est immortelle et éternellement jeune. Voilà. Et elle lui propose la même chose. Donc, dans l'imaginaire masculin, un peu
ancien et désuet, on dit, bon, ben, elle est jeune, elle est belle, elle lui dit, si tu veux, tu es jeune, tu es belle, et notre amour est éternel. Et nous ne mourrons jamais. Et Ulysse dit non. Ulysse dit non parce que il a cette sensibilité de la vulnérabilité, et il pleure en regardant la mer, et il demande à construire un radeau pour rentrer chez lui, pour retrouver Pénélope et la terre de ses ancêtres. Et Camus, qui est toujours vigilant sur ces éléments, il dit finalement, c'est la fierté de nos limites. La fierté de nos limites. C'est des mots qui sont un peu antagonistes. Généralement, c'est le vainqueur qui est fort. C'est pas celui qui cède, c'est pas celui qui meurt, c'est pas celui qui est fragile. Fierté de nos limites, qui forme notre humanité. Et donc, il y a une richesse dans la faiblesse qui se transmet. Et dans cette transmission, ne pas penser toujours que la générosité est une verticalité, et penser qu'on s'enrichit de la faiblesse des autres, parce que les autres sont comme nous, avec des éléments de force et de faiblesse. Donc, bravo pour la méthode, parce qu'il y a un discours de la méthode qui part d'une fonctionnalité très, très élaborée, puis qui aboutit à du concret. Et ça plaît toujours aux élus, quand à la fin, il y a un petit truc, on dit, tiens, ça, je me le pique et je vais me le faire dans ma ville. Hein, je suppose que quelques-uns d'entre vous ont eu cette petite idée. Les idées les bonnes idées doivent être volées. Voilà. Et puis, il y a aussi cette démocratie participative qu'on essaye tous de mettre en place, et sur lesquelles on échoue. Voilà. Je te le mets sur Internet, et il y a une génération qui vient et qui dit, attends, ça va, tu crois pas que je vais pianoter pendant 2 heures à la maison pour répondre à ton questionnaire? Et puis on fait des réunions de quartier. La réunion de quartier, alors là, il n'y a que des vieux à 5 heures de l'après-midi. Et quand j'en discute avec mes enfants, ils me disent, tu crois qu'à 5 heures de l'après-midi, avec nos enfants, avec le boulot, on peut venir discuter de s'il faut mettre des pierres calcaires ou des pierres de porphyre sur la place principale? Et oui. Et donc, comment on fait en sorte pour que ça se retrouve? Peut-être la fête, peut-être le sens de la fête, le sens de se retrouver et de voir 2 enfants qui dansent sur une musique, en même temps que 2 adolescents qui se regardent au fond des yeux, et puis 2 personnes un peu plus âgées qui regardent ça de loin avec le sentiment qu'ils font corps avec une humanité qui, dans sa vulnérabilité, dans sa proximité, s'exprime fortement. Donc merci à tous, merci de ce que j'ai entendu, des expériences, et continuons à partager, non pas de manière pyramidale et organisée, mais de manière fluide et en réseau, ces expériences qu'on peut partager, qui ne s'appliquent pas forcément d'un endroit à un autre, mais qui en tout cas nous donnent des idées, nous donnent envie de continuer à faire en sorte que le lien ne se délite pas. Merci à vous tous. Merci, cher Jean, merci pour vos mots sur la vulnérabilité. Ça me fait rappeler que j'aurais dû aussi dire et rappeler que vous êtes le parrain du cercle Vulnérabilité et Société depuis l'origine, parrain, 2018. Et nous en sommes très fiers. Merci à vous tous, merci aux élus, merci aux intervenants. Merci beaucoup, merci à tous.